Et avec nous pour ce club, on est ravis d'accueillir Elisabeth Martichoux. Bonjour. Merci d'être là, éditorialiste politique, auteur de L'art de perdre en politique. Et Laurent Geoffrin qui est également avec nous. Bonjour Laurent, merci d'être là, journaliste et essayiste, directeur du quotidien en ligne Le Journal. On va évidemment parler avec vous du discours de politique générale de François Bayrou attendu cet après-midi à 15h à l'Assemblée nationale. Le Premier ministre va-t-il acter la suspension de la réforme des retraites? Peut-il mettre en danger le socle commun et perdre sur sa droite ceux qu'il espère gagner sur sa gauche? Vous nous direz ce que vous en pensez. Yann, quels sont les points sur lesquels on attend François Bayrou? Eh bien, vous en avez parlé, les retraites, le budget, les agriculteurs, la sécurité, on verra tout ça. Dans quelques instants. D'abord, on regarde l'actualité dans nos régions. Actualité dans nos régions avec nos partenaires de la presse régionale. On va au Havre où on retrouve Célia Karadec. Bonjour Célia, merci beaucoup d'être avec nous. Chef d'édition adjointe à Tendance Ouest. Célia, Bruno Retailleau était dans la ville du Havre hier aux côtés du maire Édouard Philippe. Il est venu parler lutte contre le narcotrafic. Quelles annonces a-t-il faites ? Oui, effectivement. Alors, avant les annonces, on attendait des chiffres. 47 tonnes de cocaïne saisies en France l'an dernier. C'est un record, c'est historique. Selon le ministre de l'Intérieur, c'est effectivement plus du double par rapport à 2023. 23 tonnes interceptées. Et puis, ce qui nous intéressait évidemment au Havre, c'est le chiffre local. Le Havre représente 80% des saisies portuaires de stupéfiants. Et pour la cocaïne, cela veut dire 13 tonnes en 2024. Alors, effectivement, Bruno Retailleau a décliné des mesures pour faire face à ce narcotrafic. Alors, il y a ce projet de loi qui sera examiné fin juin, doit permettre notamment la création d'un parquet national dédié à la criminalité organisée, comme nous l'avons fait pour le terrorisme, a rappelé plusieurs fois le ministre. Et puis, précisément pour le Havre, il a annoncé la création d'une CROSS. C'est une cellule de renseignement opérationnel sur les stupéfiants. Elle sera dédiée au port du Havre et cela veut dire renfort policiers, gendarmerie et puis des membres des douanes également, 2 analystes notamment. Des mesures qui visent évidemment à protéger les travailleurs portuaires, les dockers, manutentionnaires, personnel des transporteurs. C'est ce qu'a dit Bruno Retailleau, qui était rejoint d'ailleurs par Édouard Philippe, le maire du Havre à ses côtés, ancien Premier ministre. Édouard Philippe qui a énuméré ces narcotrafiquants menacent, enlèvent, corrompent et tuent. Il n'aime pas en parler, c'est vrai, mais je sais combien les dockers sont inquiets de cette situation parce qu'ils sont soumis à cette pression et à ces menaces. C'est ce qu'a dit le maire à notre micro. Des paroles qui font évidemment écho à l'une des toutes dernières saisies de cocaïne sur le port. C'était juste avant le Nouvel An, 30 décembre dernier, 2 tonnes de cocaïne dissimulées dans un conteneur avec la mise en examen qui a suivi d'un chauffeur routier et d'un très jeune docker âgé de seulement 22 ans. Notez que la dernière saisie, elle remonte même à la nuit juste avant la venue de Bruno Retailleau sur le port du Havre. Là, c'est 200 kilos de cocaïne qui ont été interceptés. En quelques mots, est-ce qu'il y a d'autres mesures qui ont été annoncées, notamment concernant les travailleurs portuaires ? Alors, précisément non, mais évidemment, on attendait, nous, notamment, la confirmation que, au niveau de Bercy avait annoncé il y a quelques mois déjà la venue d'un scanner mobile pour vérifier le contenu des conteneurs directement sur les terminaux portuaires. Eh bien, Bruno Retailleau, puisqu'il rencontrait notamment des personnels des douanes hier, nous a confirmé que ce scanner mobile était arrivé avec un petit peu de retard, début 2025, et qui donc, il est mis en service. Ça fait partie évidemment de la protection. Il a évoqué aussi les caméras. Il y a 400 caméras sur le port du Havre. Donc évidemment, une coopération des services entre la police nationale, même le service portuaire, tout cela doit normalement permettre de protéger ces travailleurs. Merci beaucoup Célia Karadec d'avoir été avec nous depuis le Havre. Elisabeth Martichoux, on a vu hier Bruno Retailleau sur cette lutte contre le narcotrafic. On a entendu avant-hier Gérald Darmanin sur LCI faire des annonces sur ce sujet. Il y a une vraie volonté du gouvernement d'incarner la fermeté sur ce sujet. Oui, parce que je pense qu'on commence tout juste à mesurer la menace que ça constitue, les narcotrafics qui inondent l'Europe. On parle de narco-État, on parle de corruption, et c'est vrai qu'elle commence à se manifester. Donc je pense que c'est intéressant que les 2 ministres, effectivement, conjuguent leurs efforts pour faire de ce fléau une priorité absolue, parce qu'on a été naïfs. Aujourd'hui, les narcotrafics inondent d'argent les circuits. Encore une fois, on parle de corruption dans les prisons, on parle de corruption dans les ports. C'est vrai qu'on s'intéresse au Havre. De ce point de vue-là, il y a une inquiétude. Dans les ports du Nord aussi, de l'Europe.
Donc voilà, on sait à quel point les mafias sont intéressées à se joindre à d'autres intérêts pour essayer de déstabiliser les démocraties, elle uniquement pour des questions d'argent. Donc je pense que vraiment, il est temps d'ouvrir les yeux là-dessus. Alors que, effectivement, Darmanin et Retailleau soient sur la même ligne, quoi qu'on en pense, c'est plutôt de ce point de vue-là une bonne nouvelle. Ouais, là-dessus, hein, Laurent Geoffrin, sur l'alignement Darmanin-Retailleau, et puis ce que disait Elisabeth, c'est ce que disait aussi Gérald Darmanin, la question du narcotrafic, c'est pas seulement une menace de santé publique, c'est aussi une menace pour nos démocraties. Absolument, on est sur la voie du Mexique là, en ce moment. On est au début, hein, on n'y est pas, mais c'est le même mécanisme, c'est-à-dire que ça génère des profits absolument énormes. Et avec cet argent, évidemment, on peut payer des tueurs, on peut corrompre des fonctionnaires de police ou des douaniers, des dockers, etc. Et donc, il faut arrêter ça maintenant, il faut étouffer ça dans l'œuf. Parce qu'une fois que c'est installé, c'est pratiquement impossible à éradiquer. On le voit bien en Amérique latine, ça fait 30 ans qu'ils essayent, ils n'y arrivent pas. Il y a eu une guerre de la drogue qui a été épouvantable et elle n'a pas donné beaucoup de résultats finalement, ça continue. Donc il faut agir maintenant. Et c'est un sujet sur lequel c'est pas seulement une question d'entente entre le ministre de l'Intérieur et le ministre de la Justice, c'est devrait être un sujet transpartisan. D'ailleurs, il y a eu un rapport sénatorial, tant que je me souvienne, qui était lui-même transpartisan et qui tirait la sonnette d'alarme. Et qui donne lieu à une proposition de loi qui sera d'ailleurs examinée à la fin du mois. Oui, là, on cherche des sujets sur lesquels on pourrait réunir des majorités, puisqu'il n'y a pas de majorité politique à l'Assemblée. Là, il y en a une possible. Donc il faut le faire tout de suite. On verra si François Bayrou en parle tout à l'heure. On verra, effectivement, vous avez raison, Elisabeth. Et on va voir, Yann, avant d'en parler avec vous, sur les points sur lesquels François Bayrou est attendu cet après-midi. Eh bien, la mesure symbole pour la droite comme pour la gauche, celle qui cristallise l'attention ces dernières semaines, c'est la réforme des retraites. Le PS veut à minima une suspension pour ne pas censurer. La droite s'y oppose, mais sans menace de censure. Le chemin est plutôt étroit, avec un risque tout de même, puisque les ministres LR pourraient lâcher le gouvernement s'ils ne se reconnaissent plus dans sa politique. Hier encore, ce sont les socialistes qui ont animé la journée, mais sans succès apparent. À la sortie, les élus n'étaient pas satisfaits des propositions. Et la droite sera aussi attentive quand il sera question des impôts. Tous les poids lourds se sont exprimés cette semaine pour dire leur opposition à toute hausse de nouveaux prélèvements, comme la hausse de la flat tax par exemple. Et pourtant, le ministre de l'économie a confirmé que c'était sur la table, tout comme un taux d'impôt minimal pour les plus hauts revenus. De son côté, la gauche demande davantage de justice fiscale. Et les agriculteurs attendent aussi des annonces. Ils ont été reçus hier par François Bayrou et ils veulent du concret. Ils attendent réellement ce discours pour annoncer la suite de leurs actions. Ils espèrent notamment des mesures fiscales et de simplification. Beaucoup figurent déjà dans des textes, mais ils ont été retardés par la censure du gouvernement Barnier. La loi d'orientation agricole, par exemple, arrive au Sénat le 4 février. Il y a aussi des questions de sécurité sur lesquelles il est attendu. Oui, vous avez commencé à en parler. Et le soir même de l'annonce de son gouvernement, François Bayrou disait, je le cite, « La grande majorité des Français pensent que nous sommes dans un pays d'insécurité ». Et il ajoutait, il y a un problème d'inexécution des peines. Alors la droite lui demande d'agir sur la question. Gérald Darmanin, passé de l'intérieur à la justice, fait de la lutte contre le narcotrafic une priorité en tandem avec Bruno Retailleau. À ce sujet, ils ont déjà annoncé qu'ils allaient défendre la proposition de loi que vous évoquez, celle de Jérôme Étienne Blanc et Jérôme Durin dans ce sens-là, cette proposition de loi qui muscle la lutte contre les trafiquants. Et puis il y a les autres irritants. L'immigration, par exemple, le sujet est attendu à droite mais rejeté à gauche. La proportionnelle, François Bayrou y est personnellement favorable, mais pas à son allié LR. Reste à voir s'il compte éviter ou non les sujets qui fâchent. Elisabeth, quel est l'enjeu principal pour François Bayrou cet après-midi ? Il est le même que pour Michel Barnier, sauf qu'il a eu une méthode un peu différente dans la mesure où lui, il a ouvert non seulement une discussion, mais parce qu'une concertation ne suffisait pas, une négociation avec le Parti socialiste. On verra si la méthode est bonne, s'il n'est pas censuré dans quelques semaines, parce que c'est vrai que là, le discours de politique générale, tout le monde attend la vision de François Bayrou. Est-ce qu'il va sortir des généralités ? Ça, c'est une des questions qu'on peut se poser, parce que François Bayrou, c'est un homme qui est assez sûr de lui, une haute idée de lui-même, qui est associé ou en même temps d'Emmanuel Macron depuis évidemment 2017. À l'entendre, c'est même lui, dans le fond, qui a ouvert, et d'ailleurs c'est vrai, c'est lui qui incarnait ce centrisme-là depuis très longtemps. Et il arrive à l'Assemblée, c'est le rôle de sa vie.
Il écrit son discours, alors on écrit beaucoup qu'il écrit tout seul, ça doit être vrai. Il est très secret. Vous avez remarqué que souvent, le discours de politique générale, on a quelques éléments quand même qui sont donnés, des miettes qui sont jetées comme ça aux journalistes qui s'en emparent. Là, ça s'arrête à la porte du bureau de François Bayrou. On ne sait pas. Ce qu'on sait, pour reprendre la formule, c'est qu'on ne sait pas. Et évidemment, la grande question est de savoir ce qu'il écrira sur la réforme des retraites, dont le Parti socialiste a fait un point dur dans cette négociation qui a été entamée notamment à Bercy. Est-ce qu'il va sortir des généralités? Est-ce qu'il va dire, voilà, je vous propose de continuer à discuter? Auquel cas, les socialistes ont peut-être trouvé qu'ils n'en ont pas pour leur compte. Parce que je vais laisser la parole à Laurent, j'y reviendrai, mais moi, ce qui me frappe, c'est qu'on a laissé s'installer, quand même, dans le débat, l'idée qu'il pourrait y avoir une suspension. Est-ce que c'est un piège pour François Bayrou? Parce qu'il a dit reprendre sans suspendre. Ce qui peut suspendre sans suspendre. Enfin, voilà. On cherche la formule extrêmement étroite. Donc, on a laissé s'installer, il a laissé s'installer ça. L'idée qu'il donnerait quelque chose de fort, de, comment dire, remarquable. Oui. Est-ce que ce sera le cas? Voilà. Laurent? Moi, je trouve qu'il ne devrait pas hésiter. C'est un théoricien du centrisme, Bayrou. Ça fait 50 ans qu'il explique à tout le monde que ça ne va pas du tout, que le droite-gauche, c'est une bêtise et qu'il faut gouverner au centre. Mais il y est maintenant. Le maçon est au pied du mur. Et donc, s'il ne trouve pas de compromis, alors ce ne sera pas forcément de sa faute d'ailleurs, mais s'il n'y a pas de compromis, c'est totalement irresponsable. Totalement irresponsable. Parce qu'on mégote sur une économie de 3 milliards. De la part de qui est responsable? On verra bien. Je ne sais pas qui sera... Mais de toute façon, chacun dira que c'est la faute de l'autre, donc on ne saura pas vraiment. Mais ce sera irresponsable de toute manière, parce que pour économiser 3 milliards, on va déclencher une crise politique qui va coûter beaucoup plus cher. Parce que si on repart dans des semaines de... au moment du budget, le gouvernement est renversé, il faut trouver un autre Premier ministre, il faut faire des consultations, c'est ridicule d'abord. Et deuxièmement, ça bloque pratiquement les projets d'investissement, le fonctionnement économique, commercial, etc. Enfin, ça va coûter une fortune. Et en plus, l'image projetée par les responsables du pays va être encore plus désastreuse. Donc vous dites que politiquement, il a intérêt à lâcher sur la suspension de la réforme? Bien sûr. Cette réforme des retraites, elle a un problème, c'est qu'elle est minoritaire à l'Assemblée, elle est minoritaire dans le pays, très minoritaire. Donc il faut bien trouver quelque chose d'autre. Tout en reconnaissant qu'il y a une contrainte financière et qu'on ne peut pas faire n'importe quoi. On a déjà 5 et quelques % de déficit, on ne peut pas aller au-delà. Mais il faut trouver quelque chose. Et c'est une classe politique qui vit toujours dans l'idée qu'on est sous la 5e République et donc chacun pense qu'il est majoritaire. Donc la droite dit on ne sert à rien, pas question, etc. Et la gauche dit on veut ça et ça, et on sera absolument impavide pour le demander. Et c'est une erreur. Les concessions, c'est un fait que c'est douloureux. On est obligé d'abandonner une partie de ses projets, de ses convictions, etc., au profit d'un adversaire. Enfin, d'accord, c'est difficile. Mais il n'y a pas de majorité. Donc il faudrait quand même qu'ils s'en rendent compte à un moment. Il n'y a pas de majorité. Donc il faut en constituer une. Politiquement, intérêt à lâcher sur la question des retraites? Mais politiquement, oui. Économiquement, non. C'est ce que dit la droite. Économiquement, c'est un mauvais signal au marché. Cette retraite, d'ailleurs Bruno Retailleau l'a dit exactement telle qu'elle hier. Il l'a votée, mais pas de gaieté de cœur, parce qu'il trouvait qu'elle était insuffisante. Mais maintenant qu'elle est là, il s'agit de ne pas la détricoter. Donc oui, politiquement, il a effectivement besoin de trouver une voie de compromis. Moi, ce qui me frappe dans cette période particulière quand même que traverse la France, c'est cette espèce de diktat de la ligne rouge. On est dans une situation où il faut des compromis. Compromis, c'est pas de mettre des lignes rouges, c'est le contraire. Et tout le monde arrive avec sa ligne rouge. C'est une expression qui me ressort par les yeux, parce que franchement, c'est une façon de ne pas prendre en compte la nécessité absolue. Alors, ça peut paraître bisounours, mais enfin, c'est vrai qu'il faut faire un pas l'un vers l'autre. C'est ça le principe du compromis. Si vous mettez au départ une ligne rouge, c'est le contraire. Donc il faut arrêter avec ces lignes rouges. Il faut les laisser
à Poutine, là, avec ses lignes rouges. Je dis ça parce que, vous savez, il a dit depuis 2 ans, depuis le début de la guerre en Ukraine, j'ai des lignes rouges. Et puis, en réalité, fort heureusement, il ne les avait pas toujours. Il en a eu une déjà qu'il a franchie allègrement, c'est bien assez, c'est trop. Mais pour revenir à la France, cette logique de ligne rouge, il faut l'abandonner. Mais il faut aussi que François Bayrou, encore une fois, cet après-midi, il faut qu'il soit clair. Il faut qu'il soit clair pour répondre à la situation politique et clair aussi pour les Français. Il faut qu'on comprenne ce qu'il dit. Alors bon, c'est un homme lettré. J'espère qu'il va malgré tout avoir un style direct, une vision. On verra, parce qu'on est un peu dans le brouillard. Hein. Exactement. Et parmi les enjeux, vous l'avez dit, c'est d'éviter la censure, notamment de la part des socialistes. On va écouter Boris Vallaud, le président du groupe socialiste à l'Assemblée nationale, invité ce matin de France 2. À ce stade, vous votez la censure ou pas? Ça veut dire à ce stade que le compte n'y est pas et que nous continuons de nous battre jusqu'à la dernière minute. Et que donc, à ce stade, le compte n'y est pas, donc vous votez la censure. Eh bien, c'est une perspective qui, en effet, se grossirait de l'absence d'écoute supplémentaire du gouvernement. Bon, le compte n'y est pas pour le moment, Laurent Geoffrin. C'est le problème de la suspension. Ils ne veulent pas dire qu'ils suspendent. Alors je comprends bien, ils ont peur qu'une fois que ça soit suspendu, on ne puisse plus revenir en arrière et qu'on soit obligé de trouver tout à fait un autre système, ce qui est très difficile. Le gouvernement, vous dites, a peur de... Le gouvernement, oui. Mais d'accord, mais là, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont se faire renverser. C'est idiot, c'est stupide, quoi. Je répète, c'est irresponsable. Mais est-ce que vis-à-vis de son camp et vis-à-vis de son électorat et vis-à-vis d'Emmanuel Macron, François Bayrou peut annoncer cet après-midi une suspension de la réforme des retraites? Pourquoi pas? Mais la droite ne va pas voter contre le gouvernement auquel elle a délégué des ministres. Mais la droite est très claire, Gérard Larcher, Laurent Wauquiez disent on ne veut pas de suspension, pas d'abrogation. Ils ne voteront pas l'approbation, simplement ils ne voteront pas la censure. Ils ne vont pas renverser le gouvernement, en tout cas pas maintenant et pas après. Et puis il faut tenir compte du fait que la gauche existe dans le pays. Ça fait un tiers des gens qui sont de gauche. Donc quand il y a une majorité, il n'y a pas de problème. On dit bon, on a 51%, c'est nous qui décidons. Mais là, ce n'est pas le cas. Donc il y a 30% de gens de gauche en France, il faut en tenir compte. Après, il faut dire à la gauche, mais vous avez une solution pour équilibrer le système. Ça, c'est une bonne question. Elisabeth, est-ce qu'il a intérêt à suspendre? Et tant pis, de toute façon, les LR ne censureront pas. Tant pis si on n'est pas d'accord avec les LR. La priorité, c'est l'accord avec les socialistes pour vous? C'est sa survie quand même. Puisqu'on l'a dit, la chute du gouvernement, le remède, entre guillemets, serait pire que le mal. Quand je parle de remède, c'est le fait de ne fâcher personne. Il faut qu'il prenne un risque s'il veut avancer. Alors, est-ce que on cherche vainement depuis des semaines ce que pourrait être autre chose que une suspension pour ramener dans son giron effectivement les socialistes. Alors, les socialistes, quand on entend Boris Vallaud, on se dit que dans le fond, rien n'a changé. Olivier Faure a... Alors, à ma grande surprise, je dois l'avouer, parce que je n'y croyais pas, mais Olivier Faure... il l'a dit, il faut un budget, oui, c'est une négociation. Enfin, il a eu une attitude semblant conduire à une dissociation avec LFI. Oui. Et Olivier Faure qui dit à l'instant, pardon Elisabeth, nous sommes à quelques heures d'un accord, le PS a fait une proposition de compromis dans la nuit à François Bayrou. Oui, je trouve que par rapport à Boris Vallaud, qui reste quand même, on sent que Boris Vallaud, il n'a pas envie d'y aller vraiment, il est un peu... version PS il y a quelques semaines, Olivier Faure, il parle d'un accord, ce qui doit, dans sa salle de bain ce matin, rendre Jean-Luc Mélenchon totalement dingue. Mais il cherche à se faire virer par Jean-Luc Mélenchon, plus qu'il ne peut-être assumera lui-même une rupture d'ailleurs avec LFI. Mais un accord que Olivier Faure, enfin vous me citez une phrase... j'imagine que c'est vraiment un accord avec le gouvernement. C'est aussi une façon de mettre la pression sur François Bayrou, qui a dit qu'il travaillerait sur son texte jusqu'au dernier moment. Ouais. Est-ce qu'il va changer des virgules ou est-ce qu'il peut changer plus que des virgules à quelques heures de sa déclaration? Je ne sais pas. Mais François Bayrou, il a plus intérêt à faire un pas décisif vers le Parti socialiste que de ne rien faire et de se retrouver dans la même situation que Michel Barnier. Alors, ça va être compliqué, ça va être douloureux, la droite va crier, effectivement, les marchés vont peut-être mal réagir, mais qu'est-ce qui vaut mieux pour les marchés? Une stabilité politique
ou un renoncement à une économie de 3 milliards qu'il faut absolument combler néanmoins. Et je ne suis pas sûre que puiser dans le fonds de réserve des retraites, comme le suggère Olivier Faure, soit la bonne solution. Donc il va falloir trouver peut-être quelque chose. Laurent. Comment dire, on a l'impression que les socialistes veulent un accord, parce qu'ils veulent se détacher de la férule mélenchoniste. Bon, ça c'est clair. Mais ils ne peuvent l'acter que s'ils peuvent ensuite argumenter vis-à-vis de leur propre électorat et à l'intérieur de la gauche pour dire on a obtenu des choses. Donc vous, la gauche radicale, vous demandez tout et vous n'avez rien. Nous, on ne demande pas tout, mais au moins on a quelque chose. Et ce quelque chose, ce sont des concessions qui sont utiles, selon eux, hein, je me fais leur interprète, qui sont utiles à nos électeurs, aux Français en général, aux futurs retraités qui seront moins maltraités que dans la réforme actuelle. C'est pas impossible cette affaire. Ces 3 milliards, on peut très bien éviter tout dérapage budgétaire en puisant dans le fonds de réserve. Il faudra le reconstituer après. Sur 3 milliards, mais 3 milliards, c'est pas une somme colossale à l'échelle du pays. Donc c'est faisable, cette affaire. Dans l'immédiat, c'est faisable. Après, il y aura 6 mois pour discuter avec les syndicats et le patronat pour trouver un système qui soit... Parce que c'est vrai que l'âge couperet, c'est un problème pour les gens qui ont commencé relativement tôt. Parce qu'on leur demande de travailler 2 ans de plus, ils sont peut-être fatigués, ça peut arriver. Et c'est un effort, il n'y a aucun doute. Alors tous les pays européens l'ont fait, je sais bien, mais quand même, l'idée d'avoir un couperet unique n'est peut-être pas la bonne solution. Peut-être qu'il vaut mieux jouer uniquement sur les durées de cotisation, parce que comme ça, les gens qui commencent tôt partent plus tôt, et ceux qui commencent tard partent plus tard. Quitte, alors là aussi, on rentre dans des considérations très complexes, mais le niveau de vie des retraités aujourd'hui, notamment les plus aisés, est supérieur pratiquement à ceux qui travaillent. Alors Mélenchon dit on n'a qu'à augmenter les cotisations pour financer tout ça. Donc on va encore faire payer les gens qui travaillent pour les gens qui ne travaillent pas. C'est pas bien ça. C'est très légèrement supérieur, c'est pas spectaculaire. Oui, mais enfin quand on est à la retraite, on n'est pas obligé de travailler, fort heureusement d'ailleurs. Mais en termes de revenus, c'est inférieur, mais c'est le patrimoine qui fait la différence en réalité. Et qui fait qu'effectivement les retraités, au final, je ne parle pas des petites retraites, mais les retraités moyens et aisés, ils sont pas maltraités par la société, ils sont plutôt favorisés. Donc on peut aussi reprendre un peu de pouvoir d'achat de ce côté-là. Moi, ça me paraît pas illogique. Ouais. Mais enfin, c'est un système qui ne va plus tenir. De toute façon, le système par répartition, compte tenu de la démographie, il va falloir réfléchir à d'autres systèmes. Et les Français, d'ailleurs, le savent. S'ils épargnent à un tel niveau, c'est pas seulement qu'ils ont peur, ils savent aussi que l'avenir de leur retraite n'est pas totalement assuré. Donc, il y a tout un système à revoir. Mais là, on est dans une urgence. Il y avait une solution. Un peu trop de souris, qui consiste à ne pas suspendre, mais à dire on suspend si vous avez trouvé une solution. Voilà. On s'engage à suspendre dans 6 mois. Mais vous discutez pendant 6 mois et vous nous trouvez une économie qui permette qu'on parle. Bon, ça c'est. Mais ça laisse au gouvernement toute possibilité de dire non à la fin et les socialistes n'auront rien. Mais suspendre. Ils n'en veulent pas. Ce qu'avait dit François Bayrou, c'est-à-dire reprendre. Si on suspend, on ne reprendra pas. C'est pas complètement faux non plus. C'est hyper complexe de suspendre la réforme. Bien, mais... Hyper complexe. Vous savez très bien si vous avez ceux autour de vous qui ont demandé leur retraite, il faut le faire 6 mois avant. Les mécanismes, il y a des processus qui sont engagés. Bien, on n'arrête pas la retraite comme on arrête le train à Romorantin. C'est un tout petit peu plus compliqué, même si SNCF c'est compliqué. Mais bon, quand même, ça ne se fait pas comme ça. On n'appuie pas sur un bouton. Donc, et puis il faut une loi, avec ici le Sénat qui est opposé à la suspension. Il faut du temps. On arrête. Alors, les Français doivent se demander en nous entendant, mais alors attends, moi je pars dans 6 mois à la retraite, à quel âge est-ce que ce sera vraiment un âge légal pour moi? Bon, c'est très compliqué, donc les socialistes disent on veut suspension, parce qu'ils veulent un scalp un petit peu quand même. Ils veulent quand même un peu un scalp, les socialistes. Oui, mais est-ce qu'on laisse la gauche à Mélenchon? C'est ça la question. Remarquable. Oui, mais il faut bien leur donner quelque chose. Justement, vous disiez responsabilité, une responsabilité économique aussi. On va écouter Éric Coquerel, puisqu'on parle de France Insoumise, le président et les filles de la commission des finances de l'Assemblée. Il était ce matin sur TF1. Et du côté des retraites, vous voyez bien avec moi qu'ils ne veulent pas remettre en question sur le fond cette réforme des retraites. Et M. Macron ne le veut pas. Et il a encore une importance dans le choix de ce gouvernement et dans ce que fera le gouvernement. Donc ça fait une semaine aussi qu'on dit que vous verrez, il n'y aura pas d'abrogation ou même de suspension qui va à l'abrogation de la réforme des retraites. Voilà, sur ce que dit Éric Coquerel, est-ce qu'Emmanuel Macron, dont on entend peu parler dans cette discussion, va avoir un poids sur le choix de François Bayrou?
Institutionnellement, non. Bayrou peut très bien décider. C'est lui qui conduit, je ne sais plus quelle est la formule exacte, il conduit la politique de la nation. Donc c'est à lui de décider. Et il dépend du Parlement, il ne dépend pas du président, une fois qu'il est en place. Alors évidemment, se mettre à dos Macron, qui a d'autres possibilités de rétorsion, ça c'est peut-être un peu difficile, mais quand même, c'est à lui de décider. C'est au Premier ministre de dire, voilà, moi j'ai une majorité à l'Assemblée, en tout cas j'ai pas de majorité contre moi, et donc je peux gouverner. C'est à lui de construire ça. C'est pas Macron. Macron, il s'occupe de politique étrangère, c'est très bien, mais c'est pas lui qui intervient au jour le jour dans la politique du pays, c'est normal. Elisabeth, est-ce que le poids d'Emmanuel Macron est important là-dessus ? Il compte forcément, c'est sa réforme. Que restera-t-il d'Emmanuel Macron, le réformateur arrivé en 2017, la réforme des retraites, quoi qu'on en pense. Donc oui, ça compte, évidemment. Il a des discussions permanentes avec le président sur ce point, mais Emmanuel Macron, s'il ne veut pas recevoir tous les jours, des coups de pied, pardon pour l'expression, mais vous voyez ce que je veux dire, des coups de pied dans les fesses, quoi. S'il ne peut pas entendre parler matin, midi et soir de la fragilité de son statut à l'Élysée, ce que je trouve scandaleux, parce qu'il a été élu et personne ne devrait parler de démission. Mais si François Bayrou tombe, évidemment qu'il y aura une pression supplémentaire pour que les échéances s'accélèrent. Donc il a intérêt à ce que François Bayrou reste, en fait. Mais qu'est-ce qu'il préfère, Emmanuel Macron ? Qu'on écorne son bilan ou qu'on le presse davantage pour que les échéances s'accélèrent au mépris des institutions. On a envie de dire, il faut plutôt aider François Bayrou et puis s'asseoir sur le bilan et ensuite espérer que, effectivement, par exemple, si le débat revenait sur la retraite à points, ce serait pour Emmanuel Macron, finalement, aussi peut-être une satisfaction un peu à tempérament. Ouais. Et un dernier point dans cette équation politique, puisqu'on recevait Jean-Philippe Tanguy il y a quelques minutes, le président délégué du groupe RN, qui a dit pour le RN, la suspension de la réforme des retraites n'est pas une condition ou non de la censure. Est-ce que ça facilite la tâche de François Bayrou ? Pour cette semaine, parce qu'il ne sera pas censuré. Oui, il ne sera pas renversé cette fois-ci, voilà. Cette semaine, ça, c'est une garantie. C'est pour ça que... Mais s'il oblige le Parti socialiste, politiquement, à voter la censure cette fois-ci, qu'est-ce qui va se passer au moment du budget ? Ou alors il faudra qu'il fasse d'autres concessions au moment du budget encore plus importantes. Mais une fois que le pli est pris et qu'on a dit qu'on votait les censures quand on n'était pas d'accord avec le projet du gouvernement, on risque de recommencer. Et s'il recommence, il tombe. Voilà. Et on repart dans le désordre complet. Ce qui est un peu dommage, c'est que, en écoutant Jean-Philippe Tanguy, on se dit, finalement, ils sont responsables. En tout cas, ils essayent de l'être. Il faudrait que les autres partis le soient davantage. Mais le Rassemblement national, ce qui est intéressant, c'est qu'il ne compte plus comme avec Michel Barnier, en réalité. Il a réussi à desserrer un peu cet étau, François Bayrou. Il ne faudrait pas qu'il gâche, entre guillemets, sa situation de ce point de vue-là. Merci, vous restez avec nous. On va regarder ce qu'il y a à la une de nos quotidiens régionaux. Yann, on commence avec le baromètre des territoires. Oui, il est à la une des DNA et de Nice Matin notamment. C'est une enquête Elab pour l'Institut Montaigne. Et vous le voyez sur les deux unes qui vont s'afficher. C'est une France inquiète qui se dessine avec l'empilement des crises. Pour 61% des Français, le pays est en déclin avec un sentiment de vulnérabilité croissant. Plus d'un Français sur deux craint de devoir changer sa façon de vivre à cause d'une baisse de son pouvoir d'achat. On apprend que ces peurs économiques ne concernent pas uniquement les employés et les ouvriers, mais aussi les cadres. Et vous apercevez une carte qui va apparaître des dernières nouvelles d'Alsace et qui montre la disparité de confiance en fonction des régions. 60% des franciliens pensent que leur territoire va bien, c'est jusqu'à 79% en Bretagne. On voyait la une de Nice Matin à l'instant. Parmi les sources d'anxiété dans le sud-est, il y a les catastrophes naturelles. Oui, c'est à la une de la Provence. La région est l'une des plus exposées en France. Le quotidien s'intéresse notamment aux communes lâchées par leur assureur. C'est une collectivité sur 5 dont le contrat a été résilié unilatéralement. Exemple à Breil-sur-Roya dans les Alpes-Maritimes, touchée par la tempête Alex en 2020. Sur les 10 millions d'euros de dégâts, 6 ont été remboursés par son assureur qui lui annonce la fin de leur contrat. Rien d'illégal, mais une source de stress pour les communes qui, certaines, doivent s'auto-assurer sur leur budget faute de couverture.
Dans le Courrier Picard, une manifestation de lycéens qui ont froid. 12 degrés dans les salles de classe. Alors ça peut aider à se concentrer, mais ça peut être aussi plus compliqué. Ça se passe à Amiens, oui, c'est très froid. Et ils étaient 300 à manifester hier pour protester contre ces problèmes de chauffage. Ils se plaignent d'une température trop basse lors des cours, mais aussi, et ça c'est encore plus dur, à l'internat. Alors la colère est forte parce que ça fait en plus 3 ans que ça dure. Les pancartes interpellent directement Xavier Bertrand, le président de la région Hauts-de-France. Fait-il 6 degrés dans ton bureau? C'est ce qu'on pouvait lire sur les affiches. Résultat, certains apportent leur petit chauffage d'appoint, mais ça crée des coupures de courant puisqu'il y en a trop. Et en plus, la chaleur ne reste pas parce que le bâtiment est mal isolé. Et on apprend que plus de 700 000 € ont déjà été dépensés pour la maintenance du réseau de la cité scolaire, manifestement sans amélioration. Et pour que ça s'améliore, il faudra un grand chantier qui lui coûte 3 à 5 millions d'euros. Allez, on termine par une bonne nouvelle. C'est au Sable d'Olonne. Oui, avec un homme sur les photos, c'est Charlie Dalin qui prend sa revanche. Il vient de remporter son premier Vendée Globe. Il avait fini 2e en 2021. S'il a déjà franchi la ligne d'arrivée, en revanche, le Normand devra attendre un petit peu sur son bateau jusqu'à 14h en raison de la marée pour entrer dans le chenal. Il boucle ainsi la course en 64 jours, soit quasiment 10 de moins que le record d'Hermel Lecléac. C'était en 2017. Johan Richomme, lui, le suit de près et devrait rentrer dans le chenal. C'est en début de soirée. Merci beaucoup Yann. Elisabeth, on a quelques secondes pour parler de votre livre « L'art de perdre en politique ». C'est d'actualité. Oui. Est-ce que François Bayrou va gagner ou perdre, hein? De toute façon, en politique, on perd beaucoup plus qu'on ne gagne. C'est pour ça que c'était intéressant, que ça nous a intéressés. D'abord parce que la défaite, c'est intéressant en tant que tel, pour tout à chacun. Hein. Chacun se retrouve face à lui-même dans la défaite. C'est plus intéressant humainement que la victoire. On peut aussi regarder la politique sous un angle humain. D'ailleurs, c'est de l'humain, le plus souvent. On le voit en politique. Et on s'est intéressé comment ces grandes bêtes, ces bestiaux politiques, ces animaux politiques réagissent face à la défaite. Chacun son style, il y a les bons et les mauvais perdants, les perdants victorieux, voilà. Donc on était très intéressés et on peut faire on va faire d'autres tomes, je pense. Ah, ben on attend la suite avec impatience, c'est chez Stock, on le précise. Qu'est-ce qu'il y a à lire sur votre site internet, Laurent ? J'ai fait un article pour expliquer que l'accusation de censure qui est portée contre la Commission européenne en matière de régulation des réseaux est une vaste blague, c'est complètement faux. La liberté d'expression suppose des règles. Quand il n'y a pas de règles, c'est une liberté qui donne tout pouvoir aux gens violents ou aux diffamations, etc. Et donc c'est normal qu'on régule. Et les Américains se trompent sur ce point. Merci beaucoup. Merci Elisabeth Martichoux. Merci Laurent Geoffrin d'avoir été avec nous. Merci à tous de nous avoir suivis. Vous suivrez sur notre antenne, bien sûr, cet après-midi, le discours de politique générale. Et à 22h, vous avez rendez-vous avec Thomas Hugues. Très bonne journée. À demain.